Le Rajasthan, le pays des rois, est le plus grand État de l'Inde. Indépendant depuis 1947, ses 68 millions d'habitants vivent encore au rythme des traditions. Ses palais des mille et une nuits, avec leur faste et leur charme suranné, son art coloré attire chaque année des visiteurs de plus en plus nombreux qui en font la deuxième destination touristique du pays. Au nord-ouest de l'Inde, le Rajasthan a toujours été un territoire à part. Il est le berceau des Rajpouts, ces guerriers organisés en clans dont la bravoure et le sens de l'honneur ont toujours créé les pires problèmes aux occupants successifs. Au lendemain de l'indépendance, et contrairement à d'autres États de la nouvelle fédération, de nombreux Maharajas conservèrent leurs titres et leurs biens. Si les touristes sont attirés par les fastes et le folklore, la majeure partie de la population vit avec peu de moyens. En venant de Delhi se trouve Amber, la porte d'entrée du Rajasthan. Ce fort, bâti en 1592, a longtemps été la partie la plus visible de Jaipur, la capitale de l'État. Ce bâtiment ressemble davantage à un palais qu'à une garnison avec ses murs de grès jaune et rose décorés de marbre blanc. Les appartements du Maharaja sont disposés autour de cette cour intérieure. Le Jai Mandir, la salle de la victoire, remarquable avec ses marqueteries incrustées de miroirs, est entouré de bas-reliefs en marbre sculpté. Les parties situées à l'arrière sont désormais investies par les singes. En franchissant la colline suivante, la vue s'ouvre sur le lac de Jaipur. La ville, qui s'est considérablement étendue ces dernières années, est aussi une métropole économique avec plus de 3 millions d'habitants. Un des modes de transport privilégiés est le rickshaw, un triporteur à moteur qui sert aussi bien de taxi qu'au transport des marchandises. La rénovation du Hawa Mahal témoigne de l'attention récente portée par les autorités au patrimoine architectural de la ville. Plusieurs palais n'ont pas cette chance et restent debout tant bien que mal. Cette fantaisie architecturale, construite en 1799, est percée d'innombrables fenêtres délicatement ajourées qui permettaient aux femmes du harem d'observer le spectacle de la rue et les processions sans être vues. Du palais, on aperçoit l'observatoire, le Jantar Mantar, bâti par Jai Singh en 1728. Passionné d'astronomie, il avait imaginé un site plutôt futuriste dans ses lignes où se succèdent des instruments de mesure et des cadrans solaires de différentes tailles. Dès les premières heures du jour, le marché aux fleurs impressionne par sa taille et son activité. On y trouve essentiellement des œillets d'Inde et des roses qui servent à la confection de colliers et aux ornements de nombreux temples.
Il s'agit d'un marché de grossistes. Les fleurs proviennent des champs de la région. Elles sont négociées et emballées sommairement pour le transport par de petits marchands ambulants qui se chargeront de les transformer en colliers ou en offrandes. Les discussions entre marchands se font autour d'une pipe de tabac traditionnelle. À proximité du marché et aux abords des temples, la confection des colliers est déjà bien avancée. Ils se vendent par centaines pour quelques roupies seulement. De l'autre côté de l'avenue et à même le trottoir se tient le marché du lait. Les agriculteurs viennent proposer leur production du matin à des revendeurs qui repartiront le plus souvent à vélo. Le bâtiment le plus important de la ville reste le City Palace, le palais du Maharaja. On y accède par plusieurs portes imposantes. Celle-ci en marbre est sans doute la plus remarquable. Le mur extérieur fut élevé par Jai Singh, mais le palais a été agrandi et modifié au fil des siècles. Dans la salle des audiences privées où les Maharajas consultaient leurs ministres, trônent 2 jarres en argent d'1,60 m. La Pitam Niwas Chowk, la cour dominée par le palais privé de la famille royale, comporte 4 portes finement décorées représentant les saisons. La porte des Pans illustre l'automne. Jaipur est la capitale de la joaillerie. Ici, on réalise de petits miracles à partir de chutes d'argent. Ce dinandi arrive après des heures de frappe à produire de très fines feuilles d'argent qui serviront à la décoration de pâtisseries ou encore aux offrandes destinées au temple. Le Gem Palace est le joaillier des princes et des Maharajas. On ne trouve pas beaucoup de variétés de pierres précieuses au Rajasthan, mais on en importe parmi les plus belles au monde pour les travailler et les transformer en bijoux d'exception. Si les outils de taille se sont modernisés, le savoir-faire s'est adapté, exigeant toujours plus de minutie et de précision. Ici, on est capable de percer de minuscules pierres pour en faire des perles. Dans cet atelier, ces hommes possèdent des dizaines d'années d'expérience, chacun avec une compétence particulière. On a réinventé le chalumeau, alimenté par la bouche de l'artisan qui souffle de l'air par une petite pipe de métal en fonction des besoins de ses soudures sur l'or.
इसने तो नहीं लिया ना, हम नेगटिया का बात कर इसमें नहीं देता, अपनी चीजों में नहीं देता। Siddharth Kasliwal est à la tête de cette entreprise familiale créée en 1852. Il nous présente plusieurs pièces d'exception, pas uniquement par la taille des pierres, mais aussi par les créations qui les entourent. Ici, c'est un travail d'or en filigrane. Ceci est l'ébauche et voici le résultat. Tout a été vidé, on appelle ça un bracelet Jali. C'est un peu comme un écran. Beaucoup de gens estiment que ce type d'artisanat a été perdu au fil des ans et que personne n'est plus capable de le réaliser. Comme vous pouvez le voir, il y a 927 pierres qui sont des rubis. Elles ont été assemblées de telle manière que même de près, elles ont l'air de céramique. Mais les diamants et les rubis sont bien là. C'est ce que recherchent les Maharajas. Ceci, c'est une pièce en argent et en or qui a été réalisée à l'époque russe. Comme vous pouvez le voir, tout le travail peut s'admirer aussi par transparence. C'est quelque chose qui est très difficile à réaliser, car il faut d'abord travailler la base, effectuer les découpes à la main, et les diamants sont ensuite insérés. Dans un autre registre, le turban fait partie de la tenue traditionnelle du Rajasthan. Si jadis on prenait le temps d'enrouler les 9 mètres de tissu autour de la tête, aujourd'hui ils sont façonnés, prêts à être portés. Chaque couleur possède ses codes. Rouge pour le personnel du Maharaja, orange pour la police ou l'armée, blanc pour les villageois. Le marché aux légumes est un endroit particulièrement animé le matin. Les grossistes alimentent une myriade de détaillants à travers la ville pour qui une course contre la montre est engagée. Vendre ces légumes avant les fortes chaleurs. Une fois encore, ce sont les femmes qui portent les charges les plus lourdes sur leur tête. Ici, la balance affiche 73 livres, soit 33 kilos. L'impression sur tissu par block printing est toujours pratiquée. Il s'agit d'imprimer le tissu avec un tampon et le même motif est ensuite reproduit plusieurs fois au même endroit en fonction du nombre de couleurs choisies. Ce que l'amateur recherche, c'est la précision de l'exécution, mais aussi ce léger flottement dans les motifs qu'autorise ce genre d'impression. À l'écart des rumeurs de la ville, certaines familles issues de la noblesse du siècle dernier n'ont pas encore tout à fait assimilé le changement d'époque. Ils ont pourtant dû transformer leur palais en chambre d'hôtes ou en hôtel pour subvenir aux dépenses d'entretien.
certaines demeures comme le Samodé Palace ont su concilier l'accueil d'un public de connaisseurs avec la préservation du patrimoine. Le Rajasthan Polo Club possède un aspect un peu suranné, même s'il est un haut lieu de ce sport spectaculaire très populaire au Rajasthan. En cette fin mars, la saison touche à sa fin. Aujourd'hui, on se prépare pour un match amateur. La ligue professionnelle est déjà au repos. L'objectif est de marquer un but en frappant la balle avec un maillet à long manche. Tout cavalier de haut niveau possède en général 5 chevaux dressés spécialement pour réagir très vite au changement de direction. Les glissades, voire les blessures, sont nombreuses. Une des fêtes hindoues les plus populaires du pays est Holi, la fête des couleurs, qui marque l'arrivée du printemps et célèbre la fertilité. Holi est dédié à Krishna, la divinité centrale de l'hindouisme. La veille, les premières festivités débutent par des concerts et des danses. Ici, à Jaipur, les costumes et les danses traditionnelles Rajput sont à l'honneur. La représentation du pan est aussi spécifique au Rajasthan où il vit à l'état sauvage et est un animal sacré. En quittant Jaipur pour l'ouest, Pushkar est une région réputée pour ses champs de roses que l'on cueille en général au lever du jour, car les fleurs ont tendance à se protéger de la chaleur en se refermant. Les roses du marché aux fleurs de Jaipur proviennent d'ici. Pushkar est surtout connu comme lieu de pèlerinage pour se rendre au temple consacré au dieu Brahma et ensuite se baigner dans les eaux sacrées du lac. 52 ghats permettent aux pèlerins d'y accéder. Le ghat est un terme sanskrit désignant les marches menant au lac ou au fleuve. En se dirigeant vers le temple sur les hauteurs, les pèlerins se font plus nombreux. Les marchands interpellent les visiteurs pour leur proposer des fleurs comme offrande ou encore pour garder leurs chaussures, car on ne peut visiter le temple que pieds nus.
En s'approchant de l'extrémité ouest du Rajasthan, Udaipur, aujourd'hui la deuxième ville de la région, s'étire entre plusieurs lacs. Le lac Pichola est le plus connu, avec notamment le Lake Palace qui fait face à l'immense City Palace. Le Lake Palace est devenu un des symboles de la ville. À l'époque, il s'agissait du palais d'été du Maharana Jagat Singh, qu'il fit construire en 1746. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe qui fait partie des grandes légendes de l'Asie. À l'origine, le sol était incrusté de marbre noir et blanc, les murs ornés de niches et décorés d'arabesques de différentes pierres de couleur dans le même style que le Taj Mahal d'Agra. On peut lire sur l'imposante façade du City Palace les modifications successives apportées au fil des ans par les Maharajas, ici appelés Maharana. Aujourd'hui, seule l'extrémité la plus moderne est encore habitée par la famille régnante. Le City Palace a été bâti par Uday Singh en 1559 et sa construction s'est poursuivie sur une période de 300 ans. Il est considéré comme le plus grand palais royal du Rajasthan. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, le royaume de Mewar fusionna avec l'Union indienne en 1949, en même temps que les autres États princiers du Rajasthan. Les Maharanas ont alors perdu leurs privilèges et leurs titres. Toutefois, ils ont conservé la propriété de leur palais à Udaipur. Certains ont été transformés en hôtels de luxe et le City Palace est aujourd'hui une affaire très rentable avec un musée et plusieurs hôtels et restaurants. Derrière ces grilles vit encore la famille du Maharana Arvind Singh Mewar. Maharana désignant le roi, tout comme le Maharaja dans une autre variante. Udaipur est considérée comme une des villes les plus romantiques de l'Inde grâce à la présence de nombreux palais en bordure de lac. Le temple de Jagdish, dédié à Vishnu, magnifiquement sculpté, domine le quartier de Badipol. Cet endroit abrite plusieurs maisons d'artistes, comme ici celle de Rakesh Menaria. La spécialité d'Udaipur est ses miniatures, peintes avec des pigments naturels et qui demandent une grande précision d'exécution. Nous utilisons la même technique que celle employée par les artistes des palais et des musées. J'ai appris de mon père, qui lui-même a appris de son père, et aujourd'hui mon fils est lui aussi artiste. C'est une tradition très ancienne de cette ville, c'est sa spécialité. J'ai réalisé cette peinture il y a 5 ans. Je n'en fais plus de cette taille parce que mes yeux ne sont plus aussi bons. Nous revenons au City Palace à la veille de la fête d'Holi. Le palais se prépare à célébrer le Holika Dahan. À la veille de l'indépendance de l'Inde en 1947, 600 royaumes étaient dirigés directement par des princes ou des rois, en dehors de l'autorité britannique. Bien qu'ayant alors perdu tout pouvoir politique et une grande partie de leurs biens, les plus importants ont conservé des palais et ont su diversifier leurs biens. C'est le cas du Maharana Arvind Singh Mewar, dont la famille a dirigé le puissant royaume du Mewar.
Il se rend en grand apparat avec une partie de sa famille dans la cour centrale du palais à l'occasion de l'Holika Dahan. Il jouit encore à Udaipur d'un grand respect de la part de la population. Le Maharana a été rejoint par son épouse et le prince héritier pour la bénédiction du bûcher. Toute l'aristocratie de la ville est présente. Le feu est allumé pour rappeler la crémation de Holika, une symbolique visant à brûler les démons et représenter la victoire du bien sur le mal. Le Maharana va ensuite saluer les sadhus, les renonçants, des hommes qui ont tout abandonné pour la spiritualité. Nous remontons vers le nord jusqu'à Jodhpur, une autre ville légendaire du Rajasthan, pour vivre la fête de Holi. Au centre-ville, c'est sous la tour de l'horloge que l'on trouve les marchands de couleurs. À l'origine, il s'agissait de pigments naturels, mais les produits chimiques de piètre qualité sont bien moins chers, quoique beaucoup plus difficiles à laver. Les couleurs ont toutes une signification bien précise. Le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour. Par le passé, il s'agissait surtout de fêter la terre fertile et de souhaiter de bonnes moissons. C'est aujourd'hui l'occasion de dire adieu à l'hiver, de célébrer l'explosion des couleurs dans la nature et de faire la fête. Les femmes y participent de manière plus discrète dans les ruelles face à leur maison. Tout le monde se retrouve ensuite en famille autour d'un bon repas. Le plus compliqué va être de faire disparaître ces taches de peinture, surtout les synthétiques. L'imposante citadelle de Mehrangarh surplombe majestueusement la cité bleue. Le fort, directement taillé dans la roche avec des remparts mesurant de 6 à 36 mètres, est la propriété des descendants du Maharaja de Jodhpur. Il abrite plusieurs palais, le palais des fleurs, le palais des miroirs ou encore le palais des perles, le plus ancien, qui date de 1590. Certaines chambres royales regorgent d'ornements d'or et d'argent. Nawab perpétue la tradition de cette musique de palais avec son instrument traditionnel, le santoor.
Dans cette pièce, les boules de verre au plafond soulignent l'influence plus récente de l'Empire britannique. Le bleu indiquait que ces maisons appartenaient à des membres de la caste des brahmanes. Cette couleur offre aussi l'avantage de protéger de la chaleur et de repousser les moustiques. Les constructions récentes ont pris de plus en plus le pas sur les anciennes. Et dans certains quartiers, seules quelques taches bleues subsistent ici ou là. En contrebas du fort, le Jaswantada est un lieu à la fois calme et singulier. Dédié au Maharaja Jaswant Singh II, ce mémorial de marbre blanc a été construit en 1899. Il est orné d'une succession de dômes. À l'intérieur, de splendides cloisons en marbre tressillé ajoutent encore au caractère étonnant du lieu. À l'occasion d'Holi, la fête foraine bat son plein. Tout y est activé à bras d'hommes. L'homme qui fait le plus d'heureux ici est celui qui détient le secret de fabrication de la glace locale. De la glace pilée que l'on arrose du sirop de sucre de son choix. De l'autre côté de la ville, le palais d'Oumad Bhawan a été entièrement construit en grès de chitar. Érigé en 1929, il compte 365 salles et il fallut 15 ans pour le terminer. Aujourd'hui, la plus grande partie du palais abrite un hôtel de luxe. Jodhpur est aussi la ville des antiquaires. Certains magasins sont de véritables entrepôts. Ils sont souvent la source d'approvisionnement de marchands européens profitant de la mode actuelle pour ce type d'objet. Dans de nombreux villages, quand on construit une nouvelle maison, on se débarrasse de ces vieux objets sans penser qu'ils pourraient être recherchés. De nombreuses antiquités ont quitté l'Inde, pillées par des négociants sans scrupules. Les autorités sont maintenant beaucoup plus sévères. Prakash Singhal, le patron de l'entrepôt, a eu l'idée aussi d'installer dans les étages des ateliers de reproduction. Les objets sont vendus sur Internet et expédiés avec le cachet en cire de la maison. Dans le centre-ville, on peut constater que les vaches n'ont pas toujours une existence facile, mais que leur statut d'animal sacré les autorise à faire la sieste n'importe où. Les femmes portent de belles tenues aux couleurs vives et également de nombreux bijoux, une aubaine pour les marchands ambulants. On vient des villages des environs pour acheter chez les grossistes ces bracelets que l'on portera par paire. Après Holi, le quartier de l'horloge a repris son activité débordante. On se fait coiffer à même le trottoir. Le jus de canne à sucre est une boisson recherchée dès que la température monte. Elle se boit filtrée avec de la glace.
Le palais de Balsamande fait partie de ces lieux connus des seuls initiés. En bordure de la ville, le lac Balsamande a été construit en 1159 et le palais d'été fut construit après. Il servait de réservoir d'eau pour la ville. Aujourd'hui transformé en partie en hôtel, singes et paons y trouvent refuge. Le paon fut mis à l'honneur par Krishna comme symbole d'immortalité. C'est un des symboles nationaux de l'Inde. À la tombée de la nuit, au pied du fort, un groupe de musiciens manoirs donne de la voix dans un registre chandrir que l'on n'entend plus guère que lors des grands mariages. En poursuivant notre route vers le nord, l'imposant réservoir de Gadi-Sagar indique que nous sommes aux portes de Jaisalmer, la dernière ville avant le désert. Jaisalmer était sur le tracé des grandes routes marchandes qui partaient de la Chine vers l'Europe. Une sorte de carrefour où les caravanes de chameaux venaient reprendre des forces avant de traverser une partie du désert de Thar. De nombreux marchands ont ainsi fait fortune et se sont construits de somptueuses demeures, des havelis. Parmi elles, la Padva Goodman Chand est la mieux préservée. Chaque demeure possédait son propre temple. La décoration intérieure était particulièrement chargée pour impressionner le visiteur ou le client. Cette haveli a été construite par un riche banquier et a nécessité 60 ans de travaux. La citadelle de Jaisalmer, contrairement à Jodhpur, est encore habitée par plusieurs familles, au milieu des nombreux temples jaïns. Le jaïnisme repose sur la non-violence, un respect écologique drastique, une croyance en la réincarnation et pour certains, un ascétisme très poussé. Le désert est présent. On le sent jusqu'en ville lorsque les redoutables vents de sable balayent la cité ocre. À la tombée de la nuit, le palais Mandir, ancienne demeure durant 2 siècles des dirigeants de Jaisalmer, est mis en valeur par la lumière du crépuscule. À quelques kilomètres de là, vers le désert, c'est le village de Pabou. Ici, l'expression du système de caste régit encore la vie sociale. Pabou est en bas de cette échelle, de la caste des Bhils, mais a créé avec sa compagne capucine des chambres d'hôtes pour faire découvrir la région différemment. Le turban est quelque chose d'incontournable lorsque l'on sort de chez soi. On le choisit en fonction de la nature de la visite, famille, mariage, funérailles, mais on ne peut pas sortir la tête nue. Ici, la préoccupation essentielle est l'eau. L'été, les températures dépassent les 50 degrés. La plupart des villages ont été créés à proximité de sources et les jeunes filles de la maison sont chargées de cette tâche. Dans la maison du potier du village d'Ada, les 4 figures en bois au sommet de la porte indiquent que les 4 garçons de la maison sont mariés et n'y vivent plus.
À travers son association Malenbai, Pabou encourage ses voisins à se prendre en charge, en valorisant leur artisanat, par ailleurs en voie de disparition. Ici, on fait la vaisselle non pas avec de l'eau, mais avec du sable. Pabou a encouragé cette famille à compléter sa production de récipients destinés à la cuisine, par des objets plus décoratifs destinés aux touristes de passage. Ce n'est pas grand-chose, mais ces quelques centaines de roupies sont les bienvenues pour ces familles sans aide et avec très peu de ressources. En Inde, il existe des milliers de dieux. Pabou se rend dans un temple réservé aux gens de basse caste, où il vénère le dieu des 7 sœurs et un frère, spécifique à cette partie du désert. Cette pâte de couleur indiquera son passage au temple. Le bâtiment le plus important est réservé aux brahmanes et aux rajpouts, alors que le petit temple à droite est réservé aux musiciens. Ici, dans le village de Zosia, Pabou a encouragé cette famille à reprendre la fabrication traditionnelle de tapis. La laine noire provient de la chèvre, la grise du chameau et les quelques touches de couleur du coton. Là encore, ces tapis seront vendus par le biais de l'association Malenbai de Pabou. Ces familles vivent souvent en autarcie et produisent l'essentiel de leur nourriture. Pabou est auprès d'un des nombreux puits qui existent depuis des centaines d'années, seul garant de toute survie dans un environnement aussi chaud. Les entailles faites par les cordes dans la pierre attestent de l'activité intense du puits. Les dromadaires sont aussi des alliés précieux dans cet univers minéral, capables de parcourir de longues distances sur des pierres brûlantes. Équipés d'outres en cuir, ils assurent parfaitement le transport de l'eau. Au village d'Azda, Pabou nous emmène dans un campement gypsy. Ce sont des gitans, sans aucune ressource, exploités depuis 2 siècles et obligés de mendier leur nourriture auprès d'autres villageois. Auparavant, ils ne fabriquaient ces bijoux que pour leur propre usage. Et on les a poussés à développer leur artisanat. Et puis nous avons trouvé des acheteurs à un prix décent pour les aider à retrouver leur dignité. Parce qu'ils ont une vie très dure. Ici, le gouvernement ne les aide jamais.
the government here never helped you, not at all. Arrivés à l'extrémité occidentale du Rajasthan, nous reprenons la route vers l'est, vers Delhi. À quelques heures de Jaisalmer, c'est une étape bien étrange qui attire les visiteurs. Le temple de Karni Mata à Deshnok est dédié à Karni, l'incarnation de la déesse Durga, qui réussit à persuader le dieu des morts de ressusciter le fils d'un de ses conteurs. Il accepta, mais le réincarna en rat, et les enfants mâles de Karni purent aussi se réincarner en rat. Ces animaux sont donc nourris et respectés dans l'enceinte du temple. Depuis lors, un rat qui monterait sur le pied d'un humain serait une bénédiction. En poursuivant vers l'est, Bikaner était aussi une ville-étape importante aux portes du désert, sur les grandes routes caravanières. À l'époque du protectorat britannique, elle s'était spécialisée dans l'élevage de chameaux. Le fort est un des rares au Rajasthan à ne pas avoir été construit sur une colline et remonte à 1589. Il comporte plusieurs palais, dont la décoration est en cours de rénovation, mais elle est déjà mise en valeur dans toute sa splendeur. Le style Rajput a souvent subi l'influence des artistes européens. En poursuivant notre route vers la frontière est, nous arrivons dans le Shekhawati, une région peu connue aujourd'hui. Mais au XIVe siècle, c'était un carrefour de riches marchands sur la route des caravanes. Ici, le fort d'Undlod date de 1750 et a été construit par Sardul Singh. Aujourd'hui, Mahendra Singh, plus connu sous le nom de Boni, a perpétué la tradition de l'élevage de chevaux Marwari, une race en voie de disparition. Il en restait à peine 500 en 1995. Ils sont uniques. Vous avez vu comment ils peuvent tourner leurs oreilles quasiment à 180 degrés. Et ils peuvent aussi les tourner individuellement. Ces chevaux ont été élevés en Inde pour la guerre. Ils sont très volontaires, très résistants pour effectuer de longues distances. En 1947, lors de l'indépendance de l'Inde, avec la fin de la noblesse et du règne des Maharajas, les chevaux ont commencé à disparaître. Il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Ils les ont alors donnés aux fermiers, mais leur production n'était pas de bonne qualité. Il y avait très peu d'éleveurs. Avec l'aide de Francesca, on a patiemment regroupé ce petit monde et en 1996, on a créé l'Indigenous Horse Society of India. Et après, nous avons conseillé les éleveurs sur les méthodes de reproduction et d'élevage. Aujourd'hui, la lignée est préservée et Boni possède 14 étalons et 64 chevaux de pure race. Ce qui attire les visiteurs dans les Shekhawati, ce sont ces havelis, ces maisons de riches marchands, souvent délaissées et dont certaines sont de purs joyaux magnifiquement décorés. Encore faut-il que la famille ait les moyens de l'entretenir ou qu'un mécène n'ait été séduit par les lieux. Début avril, c'est déjà le temps des moissons, avant que la chaleur n'envahisse la région.
D'un village à l'autre, en fonction de la présence de sources d'eau, les cultures peuvent être généreuses et modifier le paysage de colline en colline. Nous sommes à Fatehpur, toujours dans le Shekhawati. Voici ce à quoi ressemblent des havélis quasi abandonnées. Celle-ci a été restaurée par une artiste française, Nadine Leprince. La première cour était réservée aux hommes avec les chambres à l'étage. La deuxième cour était destinée aux femmes avec des salles d'eau. Nadine Leprince a pris soin d'utiliser le même type de pigment pour les peintures tout en prenant en compte la difficulté de peindre sur du stuc, une sorte d'enduit. Elle a mis 4 ans pour restaurer l'essentiel et tout n'est pas encore terminé. En bas, les caravaniers qui reliaient la Chine à la Perse pouvaient décharger leurs marchandises et faire reposer leurs chameaux. À présent, Nadine Leprince se bat pour que le gouvernement sauve les havélis, qui se font piller par des antiquaires peu scrupuleux. C'est ainsi que s'achève notre découverte du Rajasthan, contrée mythique des Maharajas, de palais et de petits villages sur lesquels le temps n'a pas prise.